Bonne journée les pirates, aujourd'hui mercredi, sortie de la formation, comment gérer les bouderies de son conjoint, comment gérer les silences de son conjoint. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de mal, je sais que c'est quelque chose qui vous fait souffrir quand votre conjoint ne vous répond plus, quand votre conjoint boude. Alors il faut bien, vous allez apprendre dans cette formation que vous retrouvez un descriptif de cette vidéo parmi les 300 autres formations. Vous allez trouver évidemment plein de conseils qui vont vous permettre d'avancer dans cette bouderie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand votre conjoint est dans le silence et dans la bouderie, souvent c'est une sanction. Une sanction par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit. Alors, vous n'avez pas forcément fait exprès, évidemment, de dire ça. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes là, vous êtes dans le conflit, vous êtes dans le mal-être, dans la souffrance, et vous balancez quelque chose à votre conjoint, et votre conjoint va bouder et être dans le silence. Donc on va apprendre à savoir pourquoi on est dans cette bouderie, dans ce silence, et ensuite évidemment on va voir comment on pourra s'en sortir de cette situation. Alors vous savez que souvent on apprend par les métaphores. Alors dans les vidéos évidemment, dans les formations il y a des métaphores, mais enfin il n'y a pas d'histoire de métaphores, puisque on est dans l'apprentissage, on est dans les idées, on est dans les exercices. Mais ici parfois vous avez besoin de comprendre par rapport aux histoires qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint, et pour cela passer par d'autres types d'histoires, par l'actualité, par l'histoire, la grande histoire avec un grand H. On comprend bien les choses. Votre conjoint est en crise et on a besoin de voir que finalement toutes les crises fonctionnent un peu de la même façon. Et aujourd'hui, on va parler pour vous booster sur cette formation sur les bouderies, sur la crise politique de Cuba. Alors nous sommes en 1962, le monde retient son souffle. Alors vous n'étiez pas né, moi non plus, évidemment. Donc des avions espions américains U2, hein, que les appelez, c'est d'où le célèbre groupe de rock U2 pardon, qui est venu ici. Tiens, je ne vous ai pas montré aujourd'hui. Je suis pas à la plage, je suis dans une carrière de chevaux. Voilà. Sur les chemins où je vais tourner parfois, il y a une grosse tronçonneuse aujourd'hui. Voilà. Peu importe. Donc, en octobre 1962, les avions espions U2 photographient des sites de lancement de missiles nucléaires soviétiques en construction à Cuba. Enfin, en tout cas, on pense que c'est ça. À seulement quelques kilomètres, Cuba, des côtes de la Floride. Hein. Alors, ça nous rappelle évidemment ce que l'on a vécu aussi avec l'Irak. Donc la découverte déclenche une crise qui va pas durer énormément, mais qui a marqué l'histoire. Cette crise, elle a duré 13 jours, qui amena les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances nucléaires à l'époque, puisqu'on était dans la guerre froide, hein, au bord d'une guerre nucléaire totale. On n'est pas passé loin de la réalité. La réaction initiale au sein de l'administration Kennedy au départ, face à cette crise, comme pour vous, fut marquée par une intense pression en faveur d'une action militaire directe, une frappe aérienne ou une invasion de Cuba. C'était une réponse symétrique à l'escalade perçue de la part comment on appelle ça, des soviétiques. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est en crise? Souvent, dans la crise de couple c'est pareil, on a tendance à vouloir monter en pression quand le partenaire monte en pression. Et si mon partenaire boude, je boude aussi. Voilà. Et si mon partenaire crie, je crie aussi. Donc c'est un peu l'inverse qu'il va falloir faire, on va voir comment on s'en est sorti. Donc cette réponse symétrique des soviétiques, c'était peut-être pas la bonne, et le président Kennedy, qui a marqué l'histoire, et son groupe restreint, hein, puisque là il faut, quand on est en crise comme dans votre couple, c'est pas la peine d'en parler à tout le monde, hein. Vous allez en parler au capitaine, vous allez en parler aux pirates éventuellement, mais vous commencez pas à parler de votre crise de couple à vos parents, aux amis, aux enfants. Vous mêlez pas toutes ces personnes qui vont vous mettre un bousi-bouzou, hein. Donc vous faites un groupe restreint autour de vous. Donc le groupe restreint qu'on appelait l'EXCOM d'ailleurs comprit rapidement les risques catastrophiques d'une telle escalade. C'est l'avantage d'être d'un groupe soudé comme vous êtes dans le groupe des pirates, parce qu'effectivement si vous demandez à quelqu'un que vous saoulez d'ailleurs peut-être, hein, avec vos histoires de couple, ils vont toujours vous dire oui mais fous-le dehors, te laisse pas faire, dis-lui que s'il n'est pas content il n'a qu'à y voir à l'heure, appelle un avocat, donc rien qui marche finalement. Donc en revanche quand on est dans un groupe restreint comme c'était dans l'EXCOM,
et que vous êtes avec le capitaine et les pirates, et bien là vous voyez que finalement résoudre une crise, c'est pas 0 ou 1, c'est pas binaire, c'est pas mais le dehors, c'est beaucoup plus de réflexion et de finesse, hein, puisque une crise de couple, quand il y a beaucoup de nœuds, ça sert à rien d'être bourrin. Donc finalement, ils optèrent pour une stratégie plus nuancée, comme vous faites dans votre crise de couple par rapport à la bouderie de votre conjoint, c'est-à-dire un blocus naval qu'on appelait à l'époque le qualifié de quarantaine pour des raisons juridiques, c'est-à-dire une démonstration d'une force analogique, non verbale finalement, puissante, mais laissant une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on ne va pas de 0 à 1 tout de suite. On met du verbal, on montre un peu les muscles, on montre qu'on est capable de faire, mais on accepte la négociation. Donc finalement, la discussion entre les deux leaders, John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev, c'est alors que là, tout allait se passer dans la négociation. Vous avez une formation sur la négociation aussi. C'était une démonstration finalement qui allait être transformée en négociation, certes semée d'embûches, comme vous avez votre conjoint. Les canaux officiels à l'époque étaient lents et formels. Des messages contradictoires arrivent à Moscou. Un premier message, plus personnel, plus émotionnel, proposait le retrait des missiles contre une promesse américaine de ne pas envahir Cuba. Un second, plus formel et dur, exigeait plus le retrait des missiles américains jusqu'en Turquie. Eh bien, le contexte relationnel de la méfiance extrême, de la guerre froide, rendait l'interprétation des messages délicats. Est-ce que c'était une véritable intention? Lequel reflétait la position réelle de Khrouchtchev? Qu'est-ce que Kennedy disait vraiment? Bref, c'était comme dans votre crise de couple, un système complexe. Donc, face à cette ambiguïté et au risque permanent d'un incident militaire, hein, notamment un avion U-2 a été abattu au-dessus de U2, fut abattu au-dessus de Cuba, et tout ça a augmenté la tension. Et finalement, face aux canaux formels, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est parlé en direct. Pas bête ça, imbécile, il a raison le capitaine, finalement. Toutes les crises se résolvent de la même façon. Donc on a créé des canaux directs, informels, secrets, entre Robert Kennedy, qui était le frère du président et procureur général, qui rencontre en direct, secrètement, mais en face à face, l'ambassadeur soviétique qui s'appelait Drobinin. Cette communication en coulisses, qui était une forme de négociation, de médiation, permit de clarifier les positions et de négocier des solutions. Parce que quand on envoyait des messages formels à travers les médias, etc., pas de réponse tout de suite. Et là, on va dans l'escalade, comme si vous faites donner vos messages par des amis, ou si vous envoyez des textos, ou des choses comme ça. Donc là, il y a une communication directe qui a permis finalement de savoir exactement ce que voulait l'autre et de parler pratiquement en direct. Et donc les États-Unis firent un pas, ils acceptèrent publiquement de ne pas envahir Cuba et secrètement de retirer leurs missiles de Turquie quelques mois plus tard. L'URSS retira ses missiles de Cuba. Donc c'était comme on était en face à face, même si c'était pas directement Khrouchtchev et Kennedy, eh bien on a pu avoir cette notion d'émotion, de confiance qui est arrivée. Et tout ça a fait que finalement, on a pu se rapprocher. Donc la crise, elle a été désamorcée non pas par des messages et la guerre finalement, mais par une combinaison de démonstrations de force contrôlée, c'est-à-dire que je m'énerve pas, je crie pas, je tape pas des poings, je mets pas d'ultimatum, hein, ça c'est pareil pour votre conjoint, et une analyse évidemment minutieuse des communications verbales, non verbales, et surtout l'ouverture de ces canaux de communication en direct qui ont permis de comprendre les intentions réelles de l'autre partie au-dessus des messages pris publics, des messages préétablis, qui ont fait que finalement tout le monde s'éloignait. Donc l'échec de la communication ou une mauvaise interprétation des signaux analogiques, hein, mouvement militaire, ton des messages, etc., aurait pu avoir des conséquences terribles, hein, notamment une guerre nucléaire. Donc cet épisode intense de la crise des missiles de Cuba, bien que se déroulant sur la scène internationale, illustre notre manière de, comment dirais-je, d'avoir une communication en situation de crise quand votre conjoint est dans la bouderie, quand votre conjoint estime que vous avez fait trop d'erreurs, qu'il ne veut plus vous parler pour l'instant.
Donc ce que vous allez apprendre à cette formation, évidemment, c'est la nécessité de ne pas généraliser, évidemment, de ne pas laisser un des aspects contaminer l'ensemble du couple. Et évidemment, cette formation va vous apprendre aussi le rôle vital d'une communication qui est adaptée, parfois détournée. Hein. Donc on ne fonctionne plus comme avant. Avant on fonctionnait par texto, par WhatsApp, etc. Là on va se parler en direct par exemple. Et tout ça va vous permettre une désescalade de la résolution en trouvant des points de coalition et de résonance. Donc cette crise historique met en lumière la complexité systémique des crises, pression interne et externe, peut-être si vous parlez trop autour de vous, et l'impératif d'une communication consciente pour naviguer entre les conflits, avec des principes que le modèle finalement va vous permettre, le modèle de cette formation va vous permettre de résoudre. Donc les conflits sont une composante normale et fréquente des relations de longue durée, notamment des relations de couple, et pendant une crise, effectivement, la crise fait mal, mais c'est pas intrinsèquement négatif, mais une crise, comme la crise qu'il y a eu entre l'URSS et les États-Unis à l'époque, a permis finalement de calmer la guerre froide, donc ça a été, comme pour vous, une opportunité de résolution et d'avancement. Donc les conflits sont faits pour être résolus, pour avancer, mais ils ne peuvent pas être résolus par des écrits, par de la distance. Ils vont pouvoir être, comment dirais-je, résolus par une négociation, par des bons moments passés ensemble, par un ressenti des deux membres de la négociation où ça va mieux avec plus de dopamine que de cortisol. Bref, hein, une crise se règle par l'humain. Donc finalement, le couple, vous plus votre conjoint, forment un système. C'est un système qui est à la fois fixe, l'unité du couple, et très mouvant. Il évolue. C'est toujours un couple. C'est toujours un système, mais ça évolue. Ça évolue, c'est un couple en phase de lune de miel, puis c'est un couple en phase de sécurisation, puis votre conjoint est sorti et vous êtes dans un couple en phase d'exploration, puis vous ferez évoluer le système vers la phase de grande intimité. Donc le système est fixe et c'est très mouvant à l'intérieur. Donc les partenaires vont s'influencer mutuellement, les actions de l'un affectent l'autre et affectent le système global. Si vous répondez aux provocations de votre conjoint, il va y avoir un système qui sera toujours là mais qui va se dégrader fortement et qui va être un couple peut-être en séparation. Alors que si vous faites ce qu'il faut, vous allez influencer à la fois votre conjoint mais aussi votre système de couple. Donc le système doit s'adapter au changement du contexte. Hein, on est maintenant en phase d'exploration, on n'est plus en phase de sécurisation, donc on ne parle pas pareil. Et pour durer, évidemment, le système fixe va devoir s'adapter parce qu'un système fixe qui ne s'adapte pas risque d'exploser face à l'évolution. Hein, donc si vous continuez à fonctionner comme en phase de sécurisation alors que votre conjoint veut changer, eh bien ça risque de ne pas marcher. Donc chaque membre a le pouvoir d'influencer positivement ou négativement le système par rapport à sa propre évolution et par rapport à sa propre adaptation. Évidemment, vous allez vous adapter, vous, à l'évolution du système. Alors peut-être que votre conjoint ne va pas forcément s'adapter, mais c'est pas grave. À partir du moment où il y en a un des deux qui s'adapte, ça fonctionne. On a par exemple un système qui va être un couple, voiture-conducteur. Bien si le moteur commence à tousser, bien le système peut être compensé par le conducteur qui va conduire moins vite par exemple. Voilà. Donc et si le conducteur s'endort, si on a un système électronique dans la voiture qui va contrôler l'état de vigilance du conducteur, peut-être qu'il va y avoir une alarme qui va s'allumer dans la voiture pour réveiller le conducteur. Donc le système, finalement, quand il y en a un qui est défaillant, l'autre va compenser. Donc le couple est interconnecté avec d'autres systèmes, les enfants, la famille, le travail, les réseaux sociaux, et le problème ou les améliorations vont se répercuter dans le système. Donc vous, évidemment, si vous êtes en crise de couple, eh bien les enfants vont souffrir, vos parents vont souffrir évidemment parce que quand les enfants, les petits-enfants sont en danger, ça fait mal. Et votre conjoint, qui est un système à lui tout seul, lorsqu'il va déréguler, pendant sa crise, eh bien ça va plus aller avec les enfants, ça va plus aller avec les amis, ça va plus aller dans son travail. Au fur et à mesure du temps, tout va partir en sucette, comme on dit. Donc tout est communication. On ne peut pas ne pas communiquer. Même le silence, même la bouderie, même le retrait sont des formes de communication qui véhiculent un message. Quand je fais une bouderie par rapport à toi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cette bouderie, ça veut dire que je communique qu'on n'est pas d'accord. Et donc, on a plusieurs multiniveaux contextuels. Donc, finalement, la dynamique du conflit peut émerger de désaccords concrets, le projet commun, le
le fait qu'on s'ennuie, etc. Et aussi des dynamiques interpersonnelles plus profondes, hein, c'est-à-dire votre conjoint qui traverse un moment difficile de sa vie. Donc un conflit sur un sujet, par exemple le fait qu'on s'ennuie sexuellement, peut contaminer d'autres domaines de la relation de vie, hein, c'est-à-dire qu'on généralise vite fait, oui d'accord, sexuellement ça va pas, mais en plus tu t'occupes pas de la maison, mais en plus les enfants, c'est moi qui m'en occupe tout seul, etc. Donc vous voyez que ça peut faire des tensions, et puis des tensions externes comme des problèmes au travail, le décès d'un proche, une maladie d'un proche peut intervenir dans le couple puisque c'est un système connecté à l'extérieur, hein, et à l'intérieur c'est un ordinateur où il y a un disque dur, vous et votre conjoint, mais aussi Internet. Et donc s'il y a des virus qui arrivent de l'extérieur, d'Internet, eh bien évidemment ça peut exploser. Si à l'interne de votre couple ça va pas très bien parce que j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas mis assez d'énergie dans la phase de sécurisation, donc ça va pas très bien. Le fait de rencontrer un collègue de bureau, une collègue de bureau plus jeune, etc., qui vont dire ce que j'ai envie d'entendre, eh bien tout ça peut faire que le couple à l'intérieur va être encore plus mal qu'avant, et donc ça peut être comme je vais engueuler mon conjoint qui a trouvé un petit chou au travail, et bien comme j'engueule mon conjoint, il est encore moins bien avec moi, il se rapproche encore plus du petit chou qui lui dit oh là mais ta femme c'est vraiment une faux folle de te parler comme ça. Voilà. Donc vous voyez que l'interne et l'externe fonctionnent. Donc le fait que votre conjoint boude, c'est une façon de communiquer que votre comportement ne lui convient pas, ne correspond pas à ses besoins. Donc les interactions avec votre conjoint vont fonctionner en séquence où le comportement de l'un, action, déclenche une réponse chez l'autre à la réaction. Donc la bouderie, c'est une réaction à votre action. Mais souvent, vous me dites d'ailleurs en coaching, hey, capitaine, mon conjoint m'a dit que si j'étais pas content, j'allais voir ailleurs. Et oui, mais qu'est-ce que vous avez dit avant? C'est souvent en réaction qui vous dit ça. Donc on ne peut pas commencer par analyser une action si on ne connaît pas la réaction. Donc chaque interaction a un début et une fin, comme un épisode de série, mais la série, elle est dans différents épisodes. Les différents épisodes concernent la série. Donc vous allez avoir une interaction aujourd'hui avec votre conjoint qui va engendrer l'épisode suivant. Comment vous allez vous voir demain, à partir de comment on s'est aujourd'hui rapproché ou on s'est disputé. Donc vous allez vous focaliser sur la série aujourd'hui, sur l'épisode du jour, comment cet épisode-là vous allez le vivre pour qu'il soit en fonction du contexte, le meilleur possible. Hein, si on doit parler d'un épisode d'un meurtre, eh bien on va faire en sorte que cet épisode se termine le mieux possible, même si c'est un sujet délicat. Donc finalement, le contenu verbal, les mots ne représentent qu'une partie du message. Le ton, le geste, la bouderie, ça vous donne l'autre partie du message. L'alignement des deux est nécessaire. Parfois, quand votre conjoint fait de la bouderie, le non verbal est plus important que le verbal, par exemple. Et puis des fois, quand vous riez ensemble, c'est le verbal qui a amené le rire qui amène. Donc l'interprétation des messages est influencée avant tout par le contexte relationnel. Donc plus vous allez avoir un contexte agréable, plus les messages vont être agréables et la qualité de la relation qui va primer sur le contenu littéral. Donc vous allez d'abord travailler sur le contexte. Hein, si votre conjoint est en down, vous laissez tomber. S'il est en top, vous marquez des points. Et s'il est trop en down et que vous devez absolument parler, vous allez d'abord essayer de faire en sorte que votre conjoint soit moins en down pour pouvoir ensuite mieux gérer la situation. Voilà mes pirates adorés que je kiffe. Donc cette formation, elle va vous intéresser au plus haut point, puisque effectivement, quand la communication est difficile, rompue, les bouderies, c'est très difficile à gérer. Vous allez apprendre à gérer ces moments-là pour pouvoir ensuite passer en phase 4. Évidemment, comme d'habitude, vous pourrez utiliser cette formation pour tous les domaines de votre vie, parce que peut-être que votre patron, votre client, vos collègues de bureau, un jour, eux aussi, vont bouder. Voilà, vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, le lien pour aller sur Facebook, le lien pour aller sur Telegram, le catalogue des 300 formations, dont celle-ci sur la bouderie, et évidemment aussi, qu'est-ce qui nous manque encore? Le catalogue des 6 types de coaching qui vous permettent de parler directement au capitaine et d'avancer encore plus vite et de mettre en place les formations. Le groupe Facebook vous permet aussi de poser des questions sur les formations et les coachings aux autres pirates. C'est un groupe, un soutien extraordinaire, dans lequel on bosse, on ne vient pas juste papoter, mais c'est grâce au soutien des autres pirates qui vous aident à mettre en application les formations et les coachings qu'on arrive à bien bosser. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite le mercredi que vous méritez. On ne lâche rien, on apprend, on met en application et on passe en phase 4. Passez la journée que vous méritez.